Bienvenue, bienvenue à nouveau. Monsieur Mangou, je vais donc maintenant donner à nouveau la parole au bureau du procureur qui va continuer à vous poser ces questions. Monsieur McDonald, merci Monsieur le Président. Monsieur Mangou, j'aimerais continuer brièvement le rôle du CPCO. Donc, vous avez mentionné que le colonel Sacco était responsable du CPCO. Dans vos propres mots, brièvement. Donc, le CPCO, c'est le centre de planification et de coordination et non de conduite des opérations. C'est le centre du chef d'état-major, le centre opérationnel, le chef d'état-major des armées. Donc, il planifie les opérations, il fait les ordres d'opération. Et une fois que les ordres d'opération sont faits, ils sont transmis au commandant du théâtre ou au commandant qui est en charge de la sécurisation de la ville d'Abidjan, qui, lui, les traduit en ordre, fait sa planification et conduit réellement les opérations sur le terrain. Le CPCO aussi désigne les unités sur mes instructions, il désigne les unités pour l'intervention et une fois que la désignation est faite, on met ces unités-là sous la responsabilité du commandant des unités sur le terrain. Alors, justement, durant la crise post-électorale, toujours la même période, j'aimerais savoir quelle est votre implication à vous, plus précisément. Commençons par cela, après ça on ira à d'autres personnes. Mais pour vous, en tant que chef d'état-major. Mon implication à quel niveau, s'il vous plaît? Pardon, sous le titre du CPCO, quelle est votre interaction avec le CPCO? Quel est votre rôle par rapport au CPCO? À quel niveau êtes-vous impliqué avec le CPCO? Donc c'est toujours un rôle de coordination que j'ai. Une fois que les ordres sont traduits par message et transmis au chef des opérations qui les conduisent donc sur le terrain, moi j'ai un rôle de coordination. Parce que la carte sur laquelle je travaille est au niveau du CPCO. Et c'est en fonction des renseignements qui me parviennent du terrain que moi, je fais avancer les pions. Voilà. Comment vous parviennent les informations du terrain? Alors, je vais vraiment vous décevoir parce que nous étions dans un état de dénuement total. Si je vous dis aujourd'hui que le chef d'état-major que j'étais n'avait pas de moyens de transmission, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Tout, que ce soit lorsque nous étions sur la ligne de front, ou que ce soit quand je suis devenu chef d'état-major des armées, tout était transmis en clair. Or, pour des unités qui sont au combat, c'est un grand risque. Voyez les désagréments qu'on a avec le téléphone cellulaire en temps normal, à plus forte raison, quand on est sur le terrain. Je voudrais vous donner seulement un petit exemple. Saviez-vous comment nous faisions les bombardements avec les Mi-24? Nous n'avons même pas de liaison sol-air avec les pilotes. On faisait venir les pilotes dans le... On pourra revenir à 2004. Ma question est la suivante. Durant la crise post-électorale, comment les ordres étaient-ils, vous arrivait-il de la base à vous, au chef d'état-major? C'est pas cellulaire. On les communiquait par cellulaire.
Donc, Deto Conan, qui avait des cellulaires, m'appelait au cellulaire pour me communiquer les ordres. Et quand nous avons su que nous étions infiltrés et que ce n'était vraiment pas pillable, alors on les appelait, ils venaient, on leur donnait des instructions, ils partaient, mais ils étaient obligés de nous appeler pour nous rendre compte. Donc c'est toujours par cellulaire. Donc, vous avez eu des meetings de travail à l'état-major avec, vous précisez, M. Conan Boniface et également M. Deto Leto. Très bien, oui. Plus particulièrement avec Deto qui était à Abidjan. Boniface, il était à Yamoussoukro, c'était trop loin. Donc avec Conan. Ce n'était pas des meetings, nous on appelle ça des réunions du centre opérationnel. Donc une fois qu'on doit donner des ordres, on se retrouve au centre opérationnel avec les généraux. Ils n'étaient pas concernés par la manœuvre, mais j'ai tenu à ce que les généraux soient là pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Donc le colonel Sako, qui recevait toutes les informations, nous faisait le point de situation en fonction de tous les renseignements qu'il a reçus. Il faisait le point de situation sur le terrain. Je laissais donc la parole à chaque officier général pour dire ce qu'il en pensait. Et la décision finale, c'est moi qui prenais la décision finale, que je traduisais en ordre pour Deto Leto. Durant la crise post-électorale, donc, il y avait des rencontres des généraux au CPCO. Effectivement. Donc, durant la crise post-électorale, il y avait des rencontres. Les heures de ces rencontres, c'était 8h30 le matin et le soir à 18h. Est-ce que... Every day? Every day? Tous les jours, Monsieur le Président. Juste dans la période, brièvement, le CPCO, je comprends qu'avant il avait un autre nom. Pourriez-vous nous rappeler le nom de cette entité avant de s'appeler CPCO? C'était le CCO. Et quand est-ce que ça a été créé? Alors, le CCO, c'était du temps du général Doué. Donc, quand je suis arrivé, on a changé le nom de la structure pour qu'il n'y ait pas de confusion, hein, qu'on ne dise pas que c'est le même CCO qui produit les documents pour qu'on puisse se retrouver. Donc, c'est nous qui avons baptisé ça du nom de CPCO. Donc, en 2004. Et le CCO avait-il été créé ou à quel moment et pourquoi a-t-il été créé? Il faut dire qu'il n'y a que le nom qui change. Sinon, c'est toujours le centre des opérations. Voilà, chacun donne le nom qu'il veut, c'est le centre des opérations. CCO, c'est le centre de conduite des opérations. Nous, on en a fait le centre de planification et de conduite. C'est juste pour les opérations. Et au moment de la période électorale, y avait-il un centre? On a le CPCO, mais y avait-il un CP élection? Non. Alors, au moment de la période électorale, nous avons tous travaillé au sein du CCI,
qui est le centre de commandement intégré. Parce que l'accord politique de Ouagadougou nous demandait de travailler en mixité avec nos frères des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce centre qu'a été élaborée la conduite pour tout ce qui concernait les élections. Ça a été d'ailleurs, ça a été d'ailleurs un plan conjoint, puisque nous avons travaillé avec les deux chefs d'état-major, Bakayoko et moi, et les deux commandants des forces impartiales, le général Palacé pour l'ONUCI et le général Amoussou pour l'ONUCI. Où était situé le poste de commandement de la CCI? Alors, le poste de commandement du CCI, c'est à Yamoussoukro, au quartier d'Oulabougou. Revenons aux rencontres des généraux à 8h30 et à 18h. Qui sont les généraux qui vont assister à ces réunions? Et le font-ils en personne? Comment ça fonctionne? Alors, les généraux viennent en personne, mais ce n'est pas que la réunion des généraux. C'est la réunion du centre opérationnel. Le général Deto avait dans le centre opérationnel un certain nombre d'officiers qui l'aidaient dans sa tâche. Il y avait un officier qui était chargé de la conduite des opérations, un officier qui était chargé de la manœuvre ami, un autre chargé de la manœuvre ennemi. Il y avait un qui était chargé de la logistique. Il y avait un officier qui était chargé des renseignements. Normalement, dans le CO, il y a un officier qui est chargé des transmissions. Mais comme on n'avait pas de moyens radio pouvant nous permettre de transmettre des messages avec nos unités, donc on n'a pas trop mis d'accent sur cet officier de transmission. Donc c'est tout ce monde-là qui a travaillé en fin de journée à récolter les renseignements, à voir la manœuvre des amis et des ennemis. Avec les officiers, nous nous retrouvons et l'officier chargé de la conduite prend la parole pour nous faire le point de la situation de la journée. Dans telle zone, il y a eu telle action, voici comment nos hommes ont réagi, voici ce que l'ennemi a fait, on fait le bilan, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de blessés, et à la fin, ils prennent des hypothèses. Généralement, c'est 3 hypothèses. Alors ils diront, mon général, hypothèse 1, il y a ça. Hypothèse 2, il y a telle solution. Hypothèse 3, il y a telle solution. Le chef d'état-major regarde, en fonction des renseignements donnés, en fonction des hypothèses émises, j'ai dit, bon, ok, nous allons opter pour l'hypothèse 2. Et on joue l'hypothèse 2, on donne des instructions et on repart. Donc, chacun donne son point de vue, mais la décision finale revient au chef d'état-major des armées. Receviez-vous des renseignements d'autres entités ou agences gouvernementales? Non, jamais reçu de renseignements d'une agence gouvernementale. Il faut noter que le chef d'état-major lui-même a au sein de sa structure, de l'état-major, un officier de renseignement qui lui aussi essaie de glaner des renseignements ici et là et qui fait des comptes rendus au chef d'état-major. Mais jamais eu un renseignement provenant d'une agence nationale, jamais. Donc,
lors de ces comptes rendus, en fin de journée, les grands commandements étaient représentés et vous receviez des informations de tous les grands commandements? Oui, s'ils en ont, c'est le lieu pour chacun de dire l'information qu'il a reçue. Nous en faisons l'analyse, nous vérifions la véracité et en fonction de ça, la conduite à tenir, nous la donnons à nos éléments. Alors, j'aimerais appeler un document CIV OTP 0043 0391. Excusez-moi, pardon, je vais corriger le RN, je suis désolé. 0071 0520, pardon. C'est une pièce qui est sur notre liste et qui a également été déjà soumise. 0071 0520. Je suis désolé. Can we see the document? Not yet? Okay. Si on pouvait descendre. Alors, vous avez déjà décrit précédemment le FM, le TO, le Info. Juste ici, ATCR, donc je comprends que l'acronyme, c'est à titre de compte-rendu. Vous confirmez? Je vois pas si on peut monter, pardon. Ouais. Le haut du document, pardon. Voilà. Alors, restons là. Oui, à titre de compte-rendu, c'est bien ça. Et donc, vous êtes informé à titre de compte-rendu. C'est bien ça. D'accord. Donc, notifié. C'est bien ça. Et si on descend juste un petit peu, l'objet, ou je crois qu'on voit l'objet, oui, on peut lire. Et ça fait référence à... Et là, il y a une série de numéros. Donc, je comprends que c'est un document qui émane de l'état-major CPCO. Il y a une décision du 25 février 2011 relatif à objet. C'est bien ça. Pourriez-vous nous expliquer, à la lumière de ce document? Alors, celui qui a fait le document ici, c'est l'adjoint du général Detoleto. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les unités qui n'étaient pas prélevées pour intervenir sur le terrain étaient commandées par leur chef, excepté bien sûr les forces terrestres dont le commandant était le commandant des unités sur le terrain. Donc, il est remplacé par son commandant en second. Donc, c'est lui qui fait ce document. Alors, le chef du CPCO a fait ce message pour informer les commandants des unités que la salle de réunion de l'état-major, habituellement, ce n'est pas là que se trouve le CPCO, est maintenant une salle de centre opérationnel. Et quand on y mène des opérations, il y a des choses secrètes qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit pas voir. Donc cette salle est dorénavant fermée. Et comme c'est arrivé au niveau des forces terrestres, il a repris ce message pour informer les commandants des bataillons. Et généralement, ce genre de message, on le lit à la place d'armes pour que les soldats soient informés pour ne pas aller au centre opérationnel. Pardon. Et donc, on voit bien que, juste on peut lire évidemment, que les badges seront délivrés par le chef CPCO sur instruction du SEMA. Voilà. Comme nous
comme vous le faites ici, on n'entre pas comme ça si on n'a pas de badge. Donc nous aussi, à notre niveau, nous avons des badges, on n'entre pas comme ça dans la salle. Petite question. Donc, avant le 21 février, le CPCO se réunissait dans sa pièce usuelle. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Non, avant le 21 février, il y avait l'état-major avec son centre opérationnel. Et comme Deto est commandant du centre opérationnel, on a créé son centre opérationnel à l'état-major pour qu'il soit au plus près du chef d'état-major. Sinon, on aurait pu mettre son centre opérationnel chez lui, à Akwedo. Mais je vous ai dit qu'on n'a pas de moyens de transmission pour camoufler les messages ou pour les coder. Donc, il est plus près de moi. S'il y a des choses secrètes à se dire, il se déplace, on se parle. C'est pour ça. Donc, CPCO reste où il est. Centre opérationnel des opérations sur le terrain est dans cette pièce, Salle, voilà. à la salle de conférence. C'est bien ça. À votre connaissance, comment M. Deto-Leto recevait-il ces rapports sur le terrain? Alors, Deto-Leto et ses hommes sont dans le feu de l'action. Donc, quand on est dans le feu de l'action, il y a urgence. Donc, ce n'est pas des documents qu'on tape, c'est en communication directe avec ces hommes qui sont sur le terrain, qui lui font des comptes rendus et lui, il leur donne la conduite à tenir. J'aimerais vous montrer un autre document et nous allons revenir en arrière. C'est un document donc, du 26 octobre 2010. Il s'agit de la pièce CIV OTP 0043-0391, pièce soumise au dossier par une décision de la Chambre. Si on pouvait afficher donc la première page, s'il vous plaît. Très bien. Alors, on voit bien ici qu'il s'agit d'un message d'origine commandant supérieur de la gendarmerie. On voit les destinataires et pour info, entre autres, donc ministère de Défense, je comprends bien? C'est bien ça. SEMA/CPO. Donc, vous en êtes informé? Non, ce n'est pas moi qui l'informe là. Il informe le CPCO. D'accord. Moi, quand je suis informé, on met tout simplement SEMA. Et on note également CEMP/PR. Là, c'est chef d'état-major particulier du président de la République. Et on a également le chef CCI. C'est bien ça. Et la DGPN. Directeur général de la police nationale. Oui, d'accord. Maintenant, on voit que ce document réfère à un ordre d'opération de la gendarmerie. Si on va à la deuxième page.
la bonne page. On n'a pas le bon document, là. On doit voir la page 0043 0392. Alors, on voit la deuxième page, Monsieur Mangou. Ordre d'opération 1, élection présidentielle. D'accord. Ma question est la suivante. Il y a la CCI. Elle est à Yamoussoukro. Il y a une mixité entre les forces nouvelles et les FDS. Parlons zone CNO, pour le premier tour uniquement. Les éléments du FANT des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire étaient-elles aussi présentes en zone CNO lors du premier tour des élections? Alors, lors du premier tour des élections, que mes souvenirs soient exacts, oui, je crois que nous avons travaillé dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou. Et cet accord nous demandait de fournir 8000 hommes. Force républicaine, 4000 et Fancy, enfin FDS, 4000. Donc ce sont des éléments qui sont prélevés dans des unités. Quand moi j'atteins 4000, je les mets à la disposition du chef CCI qui, lui, est chargé de les positionner dans les points de vote en zone CNO. Bakayoko en fait autant et on les positionne à Abidjan. Donc c'est en mixité que nous avons travaillé. Donc des éléments de l'armée ivoirienne, sous votre commandement, étaient mis à la disposition au nord pour le premier tour des élections. Là, ils ne sont plus sous mon commandement. On est tous deux chefs d'état-major, mais nous, on les confie au chef du CCO qui fait ce travail. Et, non, pas CCO, CCI, pardon, qui fait ce travail. Très bien. Pour revenir aux renseignements, receviez-vous, durant la période de la crise post-électorale, des renseignements d'organisations internationales? Aucun renseignement. De d'autres forces militaires? Oui. Nous avons souvent travaillé avec les forces impartiales dans le cadre quadripartite. Donc il y avait la réunion des 4 généraux et elle se faisait souvent au niveau du CCI. Je vous demande bien, après le 28 novembre 2011. Après le 28 novembre 2011, il n'y a pas eu de contact entre nous. On s'est seulement appelé au téléphone pour se parler. Le général Palacé et moi, nous nous sommes parlé au téléphone. Mais il n'y a pas eu de contact. Parce que dans la sécurisation du processus, la sécurisation revenait aux forces ivoiriennes. Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FDCI, c'est eux qui étaient chargés de la sécurisation. Les forces impartiales nous venaient en appui au cas où il y aurait quelque chose. Or, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, donc on n'a pas eu recours aux forces impartiales.
Durant la crise post-électorale, comment acheminiez-vous vos... c'est-à-dire, comment étaient distribués vos messages que vous pouviez émettre, ceux de l'état-major, ceux du chef d'état-major, pardon? Ceux du chef d'état-major aux éléments qui étaient sur le terrain? Alors, à Abidjan, c'est simple, puisque Deto avait son centre opérationnel à côté de moi. Donc, on lui donnait des instructions. Kounan, c'était un peu plus compliqué. C'était le système de vague-mestre, de quelqu'un qui lui portait le message. Donc, il recevait le message par quelqu'un qui lui portait ça sur le terrain. Dans le cas du général Deto-Leto qui devient responsable des opérations sur le terrain, êtes-vous capable de nous dire à quelle date il est devenu ce responsable? Alors, le général Deto-Leto a pris effectivement le commandement du personnel et des moyens matériels mis à sa disposition à partir du 22 février 2011. Non, attendez, pas du 22 février, janvier. Hein. Parce que la police a commencé du 11 janvier au 21 janvier, je crois, et Deto a pris le relais du 22 janvier au 20 mars par là. Et avant cela, qui pouvait émettre des ordres d'opération pour les forces, c'est-à-dire pour les fancy? Là, je ne comprends pas votre question. Avant le 21 janvier ou 22 janvier, là, qui donnait les ordres opérationnels? Alors, lorsque nous avons reçu la réquisition demandant donc aux forces de se déployer sur le terrain et d'agir à Abobo, nous avons eu une réunion le 6 janvier 2011 à l'état-major des armées. À cette réunion était présent le directeur général de la police nationale, le chef d'état-major, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Deto, le général Aka, le général Vaba, le général Guébi-Point, pour analyser la situation et voir comment nous allons nous déployer sur le terrain. Et à cette réunion, le directeur général de la police nationale nous a dit que ce qui se passait à Abobo était de sa compétence, que c'était une opération de maintien de l'ordre, donc qu'il pouvait y faire face. Donc lui, il a mené cette opération au sein de son centre opérationnel qui est le PC Minox, c'est-à-dire PC du ministère de l'Intérieur. Avant cette rencontre, comment, vu qu'on recule dans le temps, là, on revient en arrière, comment vos ordres à vous, comment les distribuez-vous? Donc avant ça, le chef d'état-major faisait des messages, le message qu'il adressait au commandant des forces, qui était le commandant des forces terrestres, des forces aériennes et puis des forces de la marine nationale.
J'appellerai le document CIV OTP 0071-0152, s'il vous plaît. Numéro 408 sur notre liste. Pièce qui est également soumise au dossier, Monsieur le Président. Alors, on voit ici, si on peut descendre juste un petit peu, voilà. Il s'agit d'un message de votre part. Commandant supérieur de la gendarmerie, DGPN et Comterre. On voit également pour info la date du 11 décembre 2011. Et si on pouvait montrer le document dans son ensemble, peut-être aux témoins. Sinon, j'ai une copie papier qu'on peut aussi remettre aux témoins. Vous pourrez voir la pièce recto-verso. OK, si, je vois. Merci. Donc, alors, ce document, effectivement, comme intitulé dans l'objet, c'est pour réajuster le dispositif de sécurité. Il faut noter que, en ces lieux, avant qu'on ne fasse ce message, il y avait un seul policier qui réglait la circulation. C'est-à-dire au carrefour de pistes de route, Riviera Golf, l'hôtel du Golf, il y avait un policier là qui réglait la circulation. Et lorsqu'après la sécurisation j'allais dire de l'élection, parce que dans le plan conjoint des opérations qu'on avait fait au niveau du CCI, les FDI montaient en zone CNO pour faire la sécurisation des élections. Les forces armées des forces nouvelles descendaient au sud pour faire la sécurisation des élections. Et à l'issue, chaque entité rejoignait sa base. Nous avons retiré nos éléments du nord, mais les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont fait partie certains éléments et d'autres sont partis au Golfe. Donc, on a mis sur place un engin avec une mitrailleuse pour suivre un peu le mouvement de nos frères d'armes. Cet engin qui était en place, un matin, nos frères d'armes sont sortis, conduits par Mouro. Ils sont venus, ils ont enlevé l'arme, et ils sont partis au Golfe avec. J'ai donc appelé le général Gueux, que je connaissais très bien, et après avoir discuté avec lui, il a rétrocédé l'arme. Suite au compte rendu que j'ai fait au président Laurent Gbagbo, pour lui dire que nos frères, au lieu de remonter au nord, il y en a qui sont descendus au Golfe, le président a donné des instructions pour dire de faire en sorte qu'ils ne sortent pas. De faire en sorte que les militaires qui sont dedans ne sortent pas. Et donc, moi, j'ai traduit ça en ordre militaire. Donc, le poste de contrôle qui était là, le poste d'observation qui était là, on l'a réajusté et on a mis un poste de contrôle.
L'ONUCI ici est destinataire parce que l'ONUCI nous a envoyé un officier, le général Niang, qui lui-même est venu nous dire, bon, le barrage sud, vous le mettez à tel niveau, le barrage nord, vous le mettez à tel niveau. C'est pour ça que nous avons informé tout le monde. Donc ce réagissement a été fait pour que nos frères ne sortent pas du Golfe pour aller commettre des faits en ville, en but de faire porter la responsabilité aux forces de défense et de sécurité. C'est pour ça qu'on a réajusté le dispositif en informant l'ONUCI qui nous a envoyé un officier pour nous aider à mettre en place le poste de contrôle. D'accord. Je veux corriger la date. C'est bien en français à la ligne page 79, ligne 19. Je parlais bien de l'année 2010, évidemment, et non 2011. Le 11 décembre 2010. Est-ce le début de ce que certains ont appelé le blocus? Alors, je vais être franc avec vous. Dans notre esprit, ça n'a jamais été un blocus. Ça n'a jamais été un blocus. Le poste qui a été mis sur pied, je le précise bien, c'est un poste de contrôle. Et vous avez vu qu'on a demandé qu'on fasse le contrôle. Pour demander à nos hommes de ne pas permettre aux militaires qui y étaient d'aller en ville en armes pour faire quoi que ce soit et nous faire porter la responsabilité. Mais de deux, de veiller à ce que des gens en armes n'aillent pas... Merci, Monsieur le Président. De veiller à ce que des gens en armes n'entrent pas au Golfe pour commettre des forfaits pour nous faire porter la responsabilité. C'est vrai que quand on donne un ordre, souvent il y a des interprétations. Donc, quelquefois, quand un véhicule arrivait avec des vivres, pour ceux qui étaient au Golfe, les gens les bloquaient. Mais quand je suis informé, on laisse passer les véhicules. Et on n'a pas donné d'ordre dans ce sens pour priver les personnalités qui étaient au Golfe de nourriture. Je me rappelle qu'une fois, le cardinal d'Abidjan lui-même, c'était à la veille de Noël 2010, s'est déplacé pour venir me voir à l'état-major pour demander l'autorisation afin de permettre à un prêtre d'aller officier une messe. Je lui ai dit, mais cardinal, vous me faites trop d'honneur. Ils peuvent aller, ils ont besoin de la nourriture spirituelle. On n'a pas besoin de leur donner l'autorisation. Ce n'était pas pour faire des contrôles, pour empêcher ou bien pour les priver de quoi que ce soit, mais c'était dans ce sens. Mieux. J'ai même dit au président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, ceux qui y sont, ce sont des autorités. Qu'on leur demande de rejoindre leur domicile, nous sommes prêts à assurer leur sécurité. Ça n'a pas été fait. Sinon, moi, je l'ai demandé. Ça n'a pas été fait par qui, vous voulez dire? J'ai rendu compte au président. Le contact, ce n'était pas moi qui devais le prendre, mais j'ai fait la proposition. La demande que j'ai faite n'a pas vu d'aboutissement, donc je suppose que ça n'a pas été fait. Très bien. J'aimerais maintenant discuter des moyens organiques des forces aux armées nationales de Côte d'Ivoire sur deux points bien particuliers. Les véhicules blindés et la question des mortiers.
Alors, quel type de véhicule blindé est-ce que l'armée avait à sa disposition lors de la crise post-électorale? Alors, lors de la crise post-électorale, du côté de la MACA, on avait 2 engins Élan qui sont des véhicules de type sud-africain. Ce sont des véhicules de transport de troupes, capacité d'emport par véhicule, 12 personnes. Quelle force? Du bataillon blindé. De ce côté, on avait... De ce côté où? La MACA, toujours la MACA. Toujours la MACA. Donc on avait 2 mortiers de 60 CS. Je veux dire CS. CS, ça veut dire cloche spéciale. Alors, pour la petite histoire, pendant les 2 guerres mondiales, ils mettaient une sorte de casserole à un arbre, et pour permettre à tout le monde d'être informé de l'arrivée de l'ennemi, on tirait sur ces mortiers, et quand ça fait du bruit, ça informait les autres que l'ennemi arrive. Donc on appelait ça cloche spéciale. On avait, lorsque les unités s'étaient déployées, au rond-point d'Abobo, les éléments de la BAE sur RG-12, qui sont des engins blindés. Sur RG-12, on avait les éléments de la gendarmerie blindée sur les véhicules, les VAB, véhicules de l'avant blindé. Quel type de véhicule avant blindé? Les VAB qu'on les appelle. Tout simplement VAB. VAB. Et d'où provenait-il? De l'escadron blindé de gendarmerie. Okay. Donc, du GEB. Et de quelle origine, de quel pays, où viennent-ils? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Maître Bougnon, dit le président. Le témoin a dit escadron blindé. Je ne sais pas d'où vient le GEB. En tout cas, le témoin n'a pas encore dit GEB. Donc, vous pouvez répondre, M. Mangou? Non, effectivement, moi j'ai donné la signification. Escadron blindé de gendarmerie, c'est bien le GEB. C'est le sigle. Monsieur le Président, non, s'il vous plaît, pour l'avenir... Maître Bougnon. Président, oui. Maître Bougnon, ne parlez pas en même temps. Attendez, patientez. Attendez que l'autre ait terminé ce qu'il avait à dire. Allez-y, allez-y. Pour l'avenir, je veux dire, vous l'avez déjà fait remarquer ce matin, il serait bien qu'on pose des questions et qu'on ait des réponses. Il y a beaucoup de commentaires qui sont faits de sorte à mettre des mots dans la bouche du témoin. C'est vrai, nous tous nous savons, connaissons les qualités de ce témoin-là, mais il est mieux que le témoin réponde avec toutes les connaissances qu'il a, sans qu'on lui mette les mots dans la bouche. Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon, je crois que nous sommes en train d'écouter les questions et les réponses du témoin. Je ne crois pas qu'il y ait de commentaires qui soient formulés par le bureau du procureur aujourd'hui. Monsieur MacDonald, veuillez poursuivre. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président.
Alors, le pays d'origine de ces VAB, s'il vous plaît. Alors, français, fabrication française. Il y a eu également un engin de la garde républicaine, un BTR 80. Un BTR 80. Il y a là également 2 mortiers de 60 et le mortier de 120 qui est venu à la 2e phase de l'opération. Voici donc du point de vue blindé et mortier ce que nous avions dans le dispositif qui était déployé. Maintenant, au niveau de la RTI, c'est le dispositif qui a toujours été en place pour la surveillance de la RTI. Là-bas, on a un peloton blindé qui appuie une section de paracommando, une section de gendarmerie et on a un bitube du BASA au niveau de la RTI dedans. Donc voici le dispositif blindé qu'on a dans... Le BTR 80 était de quelle origine? Alors, le BTR 80, comme son nom l'indique, BTR, c'est un nom russe, ça veut dire bronnier, transporteur, engin blindé. Il est d'origine russe, bronnier, transporteur. Bronnier, ça s'écrit... Ok, merci. Ça va. Ça va. Mais on a effectivement... From the acronym, from... Le juge président, oui. D'après l'acronyme, nous ne pouvions pas deviner que c'était russe, de fabrication russe, mais nous vous croyons. À votre connaissance, quand avez-vous obtenu ce BTR 80? Alors, ce BTR 80 est arrivé dans les toutes premières manœuvres, c'est-à-dire quand on avait commencé la première offensive. Mais elle a dû avoir les 2 roues. Des dates pour nous situer, M. Mangou, s'il vous plaît. Quand vous dites première offensive, je comprends, mais pour la Chambre, s'il vous plaît. D'accord. Donc, il faut dire que le 24 janvier, on avait ce BTR et le BTR est reparti parce qu'il avait 2 roues qui étaient crevées, qui avaient pris des balles, donc inutilisables. Et quand avez-vous obtenu la Côte d'Ivoire, la garde républicaine, des BTR ou sinon les forces armées? Merci. Ces BTR ont été achetés dans le cadre de la crise en 2003. Tout l'armement que nous avons reçu, c'est en 2003. Il y avait combien de BTR 80 qui ont été achetés? Je crois qu'il doit en avoir 6 pour l'armée ivoirienne. 6, je crois. Et lors de la crise post-électorale, combien y en avait-il en opération? Alors, il faut noter que c'était des véhicules d'occasion. Des véhicules d'occasion qui n'ont pas fait long feu. Celui au niveau du bataillon blindé, je crois qu'il doit y avoir un qui marchait. Au niveau de la garde républicaine, 1 ou 2 qui marchaient, mais ces véhicules n'ont pas fait long feu. Toujours lors de la crise post-électorale, ma question. Non, au niveau de d'Aboubo, c'est le seul qu'on a eu qui a eu le pneu crevé, mais qui n'est plus revenu. D'accord. Quelles sont les unités qui avaient des mortiers de 120 mm lors de la crise post-électorale?
c'est le Baza qui avait le mortier de 120 mm. Bataillon d'artillerie solaire. Selon les lois applicables à l'époque en Côte d'Ivoire, durant la crise post-électorale, avant l'utilisation d'un mortier de 120 mm, est-ce que cela nécessitait une autorisation, l'utilisation d'un mortier de 120 mm? On avait déjà l'autorisation. On agissait dans le cadre d'une réquisition. Donc on avait l'autorisation. On avait l'autorisation. Dès l'instant où l'armée est requise, l'armée vient avec tous ses moyens. Quand vous enlevez les RPG, vous enlevez les mortiers, vous enlevez les chars, vous enlevez les avions, vous n'avez plus affaire à une armée, mais ce qui reste s'apparente à une force de première catégorie. Regardez vous-même comment les forces impartiales sont intervenues dans Abidjan. Elles étaient requises, elles ont utilisé les chars. Je vous ai dit que je suis spécialiste des engins Saguet avec télémètre laser qui peuvent effectuer des tirs jusqu'à une distance de 2200 mètres pour le canon, à une distance de 1200 mètres pour la mitrailleuse. Elles ont même utilisé des missiles téléguidés. Ça, c'est l'armée. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'armée est requise, on lui enlève les moyens. Non, l'armée vient avec tous les moyens. C'est pour cela qu'avant de requérir l'armée, vous devez bien réfléchir. Parce que quand elle est requise, l'armée, c'est les moyens lourds. Et quand la force de première catégorie n'a pas pu faire face au danger, quand l'armée vient, c'est pour faire la décision. Voilà, c'est pour faire la décision. En tant que chef d'état-major, qu'en est-il de l'utilisation de mortiers de 120 mm en milieu urbain? Alors, de l'utilisation du mortier de 120 mm en milieu urbain, tout est fonction de l'objectif et du but recherché. Je vais peut-être vous surprendre ici. On ne fait pas que du tir à tuer avec le mortier de 120. On peut faire plusieurs tirs. Vous pouvez faire des tirs de destruction. Vous tirez du personnel, vous détruisez des abris, vous faites j'allais dire, des espaces, des champs de mines pour permettre à la troupe amie de passer. Ça, c'est les tirs de destruction. Vous pouvez faire des tirs de neutralisation. Vous frappez sur un objectif vivant. Le temps de faire baisser la tête à cet objectif, de reprendre ses esprits. Vous avez le temps de faire la manœuvre que vous voulez. Vous pouvez faire des tirs d'arrêt. Ce sont des tirs que vous effectuez au plus près de la position amie pour obliger l'ennemi à arrêter sa manœuvre. Vous pouvez faire des tirs d'harcèlement. Vous voyez une forêt comme la forêt du Banco. Il y a une route qui passe à côté. Vous n'êtes pas sûr si l'ennemi s'y trouve ou pas. Donc, pour vérifier, vous effectuez les tirs là pour obliger l'ennemi à répondre au cas où il s'y trouverait. Et puis, enfin, vous pouvez faire des tirs d'aveuglement au fumigène. Quand tout est blanc, il ne voit plus rien. Et vous en profitez pour vous esquiver. Donc, je voulais vraiment vous rassurer pour dire qu'au tir du mortier, on ne fait pas que du tir pour tuer. Voilà, pas que du tir pour tuer. Je vais attendre le transcrit. Je vais préciser ma question.
Qu'en est-il de l'utilisation de mortiers de 120 mm en milieu urbain habité par des non-combattants? Notre mission, c'est de défendre la population. Notre mission, ce n'est pas de tuer la population. C'est pour cela que nous n'avons pas réussi notre mission à Abobo. Parce que les gens qui nous tiraient dessus et se fondaient dans la population. Or, quand un tir, on vous applique des tirs, vous devez répliquer. Donc, en milieu urbain, s'il n'y a pas de combattants, on ne peut pas appliquer de mortier dessus. Ce n'est pas possible. J'aimerais juste poursuivre et vous poser maintenant des questions sur le porte-parole des forces de défense et de sécurité. Alors, on sait que le porte-parole était, parce qu'on l'a vu, le colonel de feu, le colonel Babri Hilaire. Alors, expliquez-nous un peu son rôle en tant que porte-parole, comment ça s'articulait, comment on en arrivait à l'émission de communiqué, quel était le processus, et ainsi de suite. Alors, il a joué le même rôle que joue le porte-parole de la CPI. Vous avez un porte-parole ici qui, chaque fois, informe les gens de ce qui se passe, des dispositions qui sont prises, de ce qui va être fait. Au niveau de l'état-major, c'est pareil. Donc, quand il y a un problème pour lequel le chef qui sont prises de ce qui va être fait. Au niveau de l'état-major, c'est pareil. Donc, quand il y a un problème pour lequel le chef qui sont prises de ce qui va être fait. Au niveau de l'état-major, c'est pareil. Donc, quand il y a un problème pour lequel le chef des armées, donc ce service presse des armées enregistre le communiqué fait par le porte-parole et il fait partie de la cassette de la RTI et ça passe sur les ondes de la RTI. C'est souvent repris aussi à la radio nationale et on peut aussi retrouver le même communiqué dans la presse écrite. Donc, la RTI se déplace à l'état-major? Non, c'est non. Le porte-parole qui se déplace à la RTI? Il y a deux cas. Le porte-parole peut se déplacer à la RTI, peut se déplacer à la RTI pour lire ça sur le plateau, mais quelquefois, c'est fait dans la salle de conférence de l'état-major. Ils prennent la carte, c'est-à-dire le service presse des armées prend la cassette et va remettre ça à la RTI. Donc, vous avez un système audiovisuel pour pouvoir vous enregistrer vos messages et qu'ils soient acheminés, c'est ça? Comme toute armée digne de ce nom. Outre Monsieur le colonel Babri, y avait-il, bon, on l'a vu, vous-même, vous avez fait des communiqués? Oui. Moi-même, j'ai eu à faire des communiqués. Babri a eu à faire des communiqués. Outre le colonel Babri et vous-même, y a-t-il eu d'autres porte-parole des FDS durant la crise post-électorale, mais avant le 28 mars 2011? Non, Babri, c'était le porte-parole désigné par l'état-major. Donc, en dehors de Babri, je ne pense pas qu'il y a eu un autre communiqué fait par une autre personne. J'aimerais
maintenant discuter d'une rubrique. La formation des FDS, je dis bien les FDS, en droit international humanitaire. Alors, débutons au sein des FANCI. Y avait-il une personne responsable des questions de droit international humanitaire? Oui. Pas au sein des FANCI. Au sein des FANCI, il y a des officiers qui ont été formés par le personnel responsable du droit humanitaire. Ils font la formation à nos hommes et les officiers prennent le relais pour former les militaires du rang. Leur dire ce qui est essentiel, ce qui ne doit pas faire en guerre, ce qui n'est pas autorisé, on le leur dit. Donc il y a une formation qui se fait à ce niveau. Durant la crise post-électorale, aviez-vous une personne attitrée à ce volet? Non, durant la crise post-électorale, il faut dire que, compte tenu du fait que les éléments étaient déployés sur le terrain, et à Yamoussoukro et à Abidjan, on n'a pas eu le temps de se retrouver dans les casernes pour faire cette instruction. Mais elle a été faite bien avant la survenue des différents événements. Parce qu'il faut noter que depuis 2002, nos hommes sont restés sur le terrain jusqu'à la fin de la crise post-électorale. Et là-dessus, vraiment, je voudrais leur rendre un hommage particulier, parce que ça a été dur, mais ils sont restés là, ils sont restés, et donc on n'a pas eu le temps de faire l'instruction. Ici, on a parlé de 6 mois. Non, ce n'est pas 6 mois. Les recrues font une formation en 3 mois. Je vais apporter la précision. Dans le temps, quand on avait besoin de militaires avec des mollets bien faits, c'est-à-dire qu'il fallait être fort physiquement, on vous prenait, on ne tenait pas compte de ce que vous aviez dans la tête, on vous engageait, on mettait plus de temps. On faisait donc la FCB, oui. Je m'excuse de vous interrompre, mais ma question est la suivante. Alors que vous êtes à la tête de l'état-major, oui, la formation des recrues comprenait-elle un volet en DIH? Non. Non, c'est ce que je veux vous expliquer, non. Est-ce qu'au sein des FANCI, alors que vous êtes à la tête de l'état-major, est-ce qu'il y avait, vous avez parlé des officiers qui ont été formés, on va y venir. Oui. Mais je parle pour tout soldat, est-ce qu'il y avait des ouvrages de référence à la disponibilité des forces? Effectivement, je vous l'ai dit, il y a une formation au DIH, une formation qui est faite par le personnel spécialisé, qui forme essentiellement les officiers qui, eux, relaient la formation aux militaires du rang. Mais avec la crise, on n'a pas eu le temps de faire cette formation. Je vois que Maître Bougnon. Your Honor, just that the witness is... Monsieur témoin, je voudrais que... Monsieur le Président, je voudrais qu'on s'assure que le témoin ne puisse pas entendre ce qui va être dit, ou en tous les cas le comprendre. Le juge président, très bien à vous, Maître Bougnon. Je pense que le témoin à plusieurs reprises interrompu de manière assez peu habituelle, alors qu'il veut donner certaines précisions, certaines explications. Je pense que sur la question de la formation, il avait commencé à répondre pour faire un distinguo, il a été arrêté. Je pense que cette manière de faire n'est pas assez intéressante, dans la mesure où il pourrait dire des choses qui pourraient intéresser tout le monde ici, que ce soit les partis ou la Chambre. Donc à l'avenir, il faudrait laisser un peu plus le témoin donner des explications pour nous éclairer. Well, I think... Le juge président, je pense que le témoin sait très bien qu'il est libre de s'exprimer
en pleine liberté de dire ce qui est utile. Et s'il ne sait pas, je peux vous garantir, monsieur le témoin, que vous pouvez dire ce qui est nécessaire, de toute façon. Merci beaucoup, Maître MacDonald. Correction d'interprète. Monsieur MacDonald, poursuivez. Donc, juste pour des ouvrages, y avait-il au sein même des FANCI des ouvrages de référence obligatoires? Alors, au niveau des FANCI, il n'y a pas de bibliothèque. La chance que nous avons, c'est que quand des officiers partent en stage à l'extérieur, ils ramènent des bouquins qui souvent ne sont pas adaptés à nos réalités d'ici. Donc, quand ils les ramènent, on essaie de faire des fiches à notre niveau pour instruire nos hommes. Mais il n'y a pas de bouquin type. Maintenant, ceux qui viennent faire le DIH, souvent ils viennent avec des bouquins qu'on photocopie et à partir de ces bouquins, nous faisons l'instruction de nos hommes. La dernière fois, quelqu'un ici parlait de FETA, non, de TTA, pardon, de TTA, qui sont des fascicules, des manuels qui sont en vigueur dans l'armée française, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de TTA. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de TTA. Nos fiches d'instruction sont très vieilles et c'est maintenant qu'on cherche à renouveler ces fiches d'instruction pour nous mettre au goût du jour. J'aimerais maintenant aborder la question de l'administration de la justice au sein des FDS. Pourriez-vous nous décrire le processus de plainte et de dénonciation? On va commencer avec une infraction pénale commise par un membre des FDS. Quel est le processus? Comment cela fonctionne-t-il? Alors, j'avoue que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau du ministère de la Défense, il y a le tribunal militaire et le tribunal militaire juge de toutes les affaires concernant les infractions commises par les militaires. Voilà. Là-dessus, donc, quand il y a quelque chose, quand il y a un problème, ceux qui ont été offensés saisissent le tribunal et le tribunal s'en charge pour y apporter les corrections et les sanctions. Voilà ce que je peux vous dire. Qui était le commissaire du gouvernement durant la crise post-électorale? C'est le commissaire Ange Kessi. Il y était avant que je ne sois chef d'état-major des armées. Il y est resté après que je sois chef d'état-major des armées et il y est encore. Donc c'est le commissaire Ange Kessi. J'avais connu son prédécesseur, c'était le commissaire Beda Sika, il est décédé. Donc actuellement c'est Ange Kessi qui est le commissaire du gouvernement. À qui rendait-il compte? Au ministre de la Défense. Étiez-vous informé, en tant que chef d'état-major, si un des membres des FANCI était condamné d'une infraction pénale? Le tribunal militaire même est un peu dans l'enceinte de l'état-major. Hein. Ils ont pris la salle de conférence de l'état-major pour en faire le tribunal. C'est quand il y a des procès, ils viennent. Oui, nous sommes informés quand ils sont condamnés pénalement. Et cela même, par voie de presse, on informe le maximum de personnes pour que l'exemple de la condamnation serve aux autres militaires pour qu'ils ne soient pas amenés à faire les mêmes fautes. Étiez-vous informé lorsqu'il y avait autorisation d'une plainte
C'est-à-dire, étiez-vous informé lorsque une intention de poursuite de la part du commissaire était autorisée par le ministre de la Défense? Oui, forcément. Parce que tous ceux qui sont pénalement poursuivis, c'est des militaires qui appartiennent à des unités. Donc, dès l'instant où l'intéressé ne se trouve plus au sein de l'unité, le commandant d'unité a la responsabilité de rendre compte de la position de l'intéressé. Donc, quand ça remonte jusqu'au chef d'état-major, on sait qu'un tel, il n'est pas l'unité et qu'il est poursuivi, il est au niveau du tribunal militaire. Ça, nous le savons. Pour les infractions disciplinaires, donc au code militaire, expliquez-nous le processus. Comment est-ce que cela fonctionnait? Alors, nous avons notre Bible à nous aussi, qui est le bouquin de discipline générale. Et là-dedans, il y a les droits et devoirs de tout soldat. Et il y a également un répertoire des différentes fautes. Et donc, qui font que l'intéressé, il est puni soit d'arrêt simple, soit d'arrêt de rigueur, ou bien même qui peut aller jusqu'au renvoi de l'intéressé. Donc ça, on enseigne ça à nos soldats. Voici les fautes à ne pas commettre. Par exemple, il y a des fautes contre l'honneur, des fautes contre la discipline, des fautes contre le manquement, des fautes contre l'absence. Donc, ils le savent. Et chaque fois qu'un élément commet une faute, c'est son premier responsable qui fait la punition. Je prends l'exemple d'un lieutenant qui est chef de section. Il punit l'élément. Parce qu'au niveau de chaque grade, chacun a son taux. Si lui donne, je prends un exemple comme ça, 2 jours de punition, et que dans l'appréciation, il transmet à l'autorité supérieure avec DAS. DAS, ça veut dire demande d'augmentation sévère. Quand ça va au niveau du capitaine, le capitaine ajoute. Quand ça va au niveau du chef de corps, il ajoute. Quand ça arrive au niveau du chef d'état-major, il ajoute. Si le chef d'état-major estime que la punition est suffisante pour la faute commise, il arrête la punition à son niveau. S'il estime que ce n'est pas suffisant, on peut transmettre au ministre de la Défense. Et si c'est vraiment grave aussi, on peut le transmettre au président de la République pour appréciation. Voilà. Mais on n'est jamais arrivé à ce niveau. Généralement, ça s'arrête au niveau du ministre de la Défense. Donc, vous étiez informé, si je comprends bien, des mesures disciplinaires à l'égard de chacun des membres? Ça, c'est quand le chef estime que la punition doit être augmentée, ça va jusqu'au chef d'état-major. Mais si, à son niveau, il estime que la faute n'est pas trop lourde qu'il peut l'arrêter, il arrête, mais il transmet quand même le dossier. Parce que dans l'armée, quand vous encourez une punition, et que vous êtes dans votre année de proposition, vous ne passez pas. Quand vous avez eu une punition, ça vous reste, ça compte, c'est comptabilisé pour 3 ans. Donc, dans beaucoup de 3 ans, vous ne passez pas. Donc, juste pour, je regardais votre réponse qui est transcrite pour m'assurer. Donc, si la mesure disciplinaire qui est prise par le lieutenant est suffisante, qu'il n'y a pas de DAS, le dossier, malgré tout, vous est transmis pour info à CTR? Oui, parce qu'il faut qu'on ait sa punition dans le dossier. Voilà, on met ça dans le dossier, quand même. D'accord. Eh bien, il me reste 5 minutes.
et je vais les exploiter. Si vous me permettez un instant, un petit instant, Monsieur le Président, je m'excuse. Très bien. Alors, selon les lois ivoiriennes en vigueur, au moment de la crise post-électorale, était-il possible de déclarer une ou plusieurs parties du territoire de la Côte d'Ivoire comme zone de guerre? Alors, je vois de quoi vous parlez. Et je vais vous préciser mon idée là-dessus. Excusez-moi. Évidemment, au niveau des factuels, les idées, pas les impressions, votre opinion, c'est vraiment au niveau factuel. Je vous dirais oui. Je vous dirais oui. Parce qu'il y avait une situation à Bobo qui était une situation de guerre. De guerre. Et la zone de guerre, ce n'est pas parce que ça porte le nom zone de guerre, comme je l'ai entendu dire ici, mais on ira tout bousiller, on va tuer tout le monde. Non. Ah non. Prenez l'exemple de Raqqa. Prenez l'exemple de la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire. L'armée française nous a demandé de lui accorder 48 à 72 heures pour faire ressortir ces populations. Donc c'est dans ce sens-là. C'était pour assurer la sécurité de la population, pas pour tuer la population. Voilà. Donc la zone de guerre, dans une situation pareille, où vous avez des éléments qui tirent dessus, qui sont confondus à la population, il faut à un moment donné extraire la population de manière à avoir une lisibilité, voir qui c'est votre ennemi, afin de traiter cet ennemi. Regardez un peu Raqqa, c'est comme ça. Même dans les bombardements, on prend le temps de faire sortir la population. C'est pourquoi je dis oui, parce qu'à Bobo, il y avait une situation de crise où la population était vraiment en danger et il fallait l'extirper de cette zone. Est-ce qu'il a été question, durant la crise post-électorale, de permettre ce retrait de civils de la zone d'Abobo? Oui. Avec qui? Oui, alors, c'est ce que je vais vous dire. Ici, ça a été dit, c'est le président qui l'a dit. Ça a été dit, ça faisait partie de la planification. Non, c'est moi qui suis allé voir le ministre de la Défense pour la deuxième phase des opérations. La première phase, on est parti, ça a été difficile. On n'a pas pu traiter l'ennemi parce qu'il était avec la population. Et quand on devait repartir suite à la mission que le président a donnée, pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs, je suis allé voir donc le ministre pour lui proposer qu'on déclare Abobo zone de guerre pour nous permettre d'accomplir notre mission. Mais pourquoi zone de guerre? Il s'agissait pour nous de sécuriser un ou deux quartiers en arrière de nos positions, donner 48 heures à 72 heures à la population pour qu'elle sorte de la zone par le biais d'infiltrage, de venir dans la zone sécurisée pour nous permettre de savoir qui tire sur nous. Cette manière de faire a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça va retarder la manœuvre, ça prendra plus de temps. L'avantage, nous sécurisons la population,
Mais le commando invisible qui est là, qui voit que la population est en train de sortir, aura deux solutions. La première solution, faire comme la population nous rejoigne, ce qui est peu probable. La deuxième solution, comme tout le monde se retire et vient vers nous, ben, le commando invisible va replier vers Agnama avec ses armes. Et c'est ce qui s'est passé quand ça a fuité, qu'ils ont appris qu'on a déclaré à Bobo zone de guerre, ils sont allés plus loin. Voilà, c'était ça l'idée. En avez-vous discuté avec le président de la République? Alors, j'ai rendu compte au ministre de la Défense qui en a parlé au président. La réponse du président, c'était non. Et il a dit que dans ses discours, il disait souvent qu'il n'y avait plus de guerre en Côte d'Ivoire et que s'il déclarait à Bobo zone de guerre, cela allait prêter à confusion. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, on retient qu'Abobo n'a jamais été, ou quartier à l'intérieur d'Abobo n'a jamais été déclaré zone de guerre. Jamais. Secondo, mais cette discussion, c'est avec le ministre, et ma question, je repose ma question juste pour être bien certain, est-ce que c'était une réponse directe, une discussion directe avec le président ou via le ministre et la réponse? Non, je me suis déplacé pour aller voir le ministre pour lui proposer ça. Le ministre a appelé le président, ils en ont discuté, il a reçu la réponse du président et il m'a ramené la réponse. Comment est-ce que ça a fuité? Avant de reprendre les opérations, c'est moi qui suis allé au centre opérationnel pour dire, bon, nous allons amorcer la deuxième phase de l'opération. Nous allons tomber dans les mêmes difficultés parce que j'ai demandé qu'Abobo soit zone de guerre, mais ça a été refusé. On était infiltrés. Donc les gens ont appris qu'Abobo est zone de guerre. Ils ont commencé à le dire aux uns aux autres jusqu'à ce que le commandant invisible sache qu'il y a Abobo est zone de guerre. Voilà comment c'est parti. Sinon, ça n'a jamais fait l'objet d'une planification et ce n'est pas le président qui l'a dit, c'est moi qui ai fait la proposition. If you allow me one last question, Si vous me permettez une toute dernière question, Monsieur le Président, et alors ça nous permettrait de conclure aujourd'hui, d'autant plus quand je jette un coup d'œil à l'horloge. Avant de faire cette proposition au ministre qui en discute avec le président, au sein du grand commandement, donc des généraux, en avez-vous discuté? Non. C'est quand je suis revenu et qu'on devait repartir pour la seconde opération que j'ai dit, bon, nous allons repartir, on va retomber sur les mêmes erreurs pour éviter, j'avais proposé qu'Abobo soit dans une zone de guerre, mais c'est refusé. Donc, on repart à la manœuvre comme la première fois. Et c'est là que c'est parti, ils ont parlé d'Abobo zone de guerre. Bah. Sinon, on n'a pas discuté de ça. Je vous remercie. Those are my questions for today. Voilà, j'ai terminé avec mes questions pour aujourd'hui, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Merci, Monsieur Mongo. Donc, nous avons terminé nos travaux aujourd'hui et nous reprendrons demain. Nous aurons de nouvelles questions du bureau du procureur. Je lève l'audience.